Bonjour, je me réjouis de passer un petit peu de temps avec vous pour parler du temps. Sujet difficile à traiter entre tous, parce que d'abord il est intraitable. C'est lui qui aura notre peau, même s'il nous donne nos plus beaux cadeaux. Et puis le temps est-il pensable? Il y a tant de temps comme celui qui s'étire scientifiquement au rythme des horloges, un temps cyclique, un temps astronomique. Il y a aussi le temps vécu, la perception de notre durée, de la durée. Il y a aussi le temps qui est l'espace de la causalité, le temps qui crée notre destinée. C'est pour ça, quand on parle du temps, est-ce qu'on parle du temps ou est-ce qu'on parle de nous? Et quelqu'un a-t-il trouvé moyen d'y échapper? Notre vision du monde conditionne la façon dont nous y vivons. Et peu de notions ont autant évolué que celle du temps depuis quelques décennies. Alors, sans temporiser davantage, entrons dans le vif du sujet. Commençons par nous intéresser au mot lui-même. Ça vient de tempus, mot latin, euh, qui n'est ni personnalisé ni divisé, qui est, comme le dit Monsieur Ray, Alain Ray, qui est donc du genre neutre, inanimé, comme un objet, pas du tout comme Saturne, le dieu du temps. Le temps romain n'a pas de personnalité et il n'a pas d'action sur nous. C'est plutôt un outil, un contenant, qui permet en fait de compter les saisons, la chronologie, les époques. Et ce n'est pas une vision, une conception qui soit commune à tous les peuples. Worf, qui était un anthropologue, avait remarqué que les Hopis se contrefichaient des calendriers et que d'ailleurs ils n'avaient pas un seul nom, un seul mot, un seul verbe pour découper le temps. Mais le français partage la vision romaine d'un temps segmenté qu'on compte et qui nous est compté. Donc, à côté de l'indication d'une durée, le mot temps veut donc dire assez précisément un laps de temps. Prévenir la cigale que l'insouciance n'a qu'un temps, c'est sous-entendre sa visite chez la fourmi. Et j'avais une grand-tante qui trouvait toujours à redire sur mes activités enfantines. De mon temps, maçonnait-elle, comme si elle avait fini de vivre. Ce temps cloisonné était-il celui de sa jeunesse ou alors d'anciens principes éducatifs? En tout cas, il était révolu. Quand Quand cela s'était-il passé? Mystère. Bref, l'importance que nous apportons au temps se traduit par une pléthore d'expressions qui contiennent ce mot. Et je me suis amusée à en employer de temps en temps. Vous les repérerez au cours de cette conférence en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Si le temps est fragmenté, le compte du temps est essentiel pour nous y retrouver. Commençons donc par cela. Notre unité de base, c'est le jour, et la première mesure du temps a donc été le lever du soleil. Les petits enfants qui essayent de situer dans le temps un événement à venir comptent en nombre de dodos, ce qui revient au même. Le Père Noël passera dans 5 dodos et dans 3 jours, maman sera revenue. Pour le comptage des mois, on s'en est remis à la lune. Les années, c'était plus difficile. Donc, comme c'était plus difficile, on se référait à des événements notables ou à des noms de chefs d'État. Il y a encore quelques décennies, quand j'étais petite, j'entendais chez nous des gens raconter des souvenirs qu'ils situaient avant-guerre ou après-guerre. Et depuis quelque temps, j'entends des amis raconter des anecdotes qu'ils situent avant le confinement ou après le confinement. Et pour les petites portions de temps, qu'en était-il? Pour délimiter les durées, les antiquités chinoises, égyptiennes, grecques et romaines ont toutes mis en œuvre le même minuteur appelé clepsydre, c'est-à-dire l'eau voleuse. Voleuse de quoi? Mais du temps, bien entendu. Il s'agissait en effet d'une sorte de sablier à eau. Quand l'eau était complètement descendue, le temps était au sens propre écoulé. Évidemment, chaque clepsydre proposait, selon sa fabrication, une durée différente, et l'usage qu'on en faisait chez les peuples n'était pas le même non plus. Ainsi, les Grecs qui aimaient la philosophie et les harangues
s'en servaient pour minuter le temps de parole. Et les Romains, ces guerriers, s'en servaient pour minuter le temps de garde des légionnaires. Pour les heures, on suivait le cadran solaire. Dès que messire le soleil pointait un rayon et projetait une ombre sur l'écran, c'était la première heure. Et puis, après une belle promenade, lorsqu'il tirait sa révérence, commençait sans repère le temps de la nuit. Entre ces deux moments, toujours le même nombre d'heures, quelle que soit la saison, indiqué par l'ombre projetée par l'aiguille, qui se mettait sur le bord, exactement au bord de midi. C'est donc ainsi qu'une heure d'été s'étirait assez longuement dans la journée, tandis que l'heure d'hiver était beaucoup plus rapide. Il y avait donc plusieurs inconvénients à cet usage du système solaire, des cadrans solaires. À part de compter des heures élastiques, il y avait celui de laisser sans contrôle les heures de la nuit et celui que posait régulièrement l'interposition des nuages entre les deux compères. De plus, en suivant la course du soleil, on marquait forcément un temps différent de l'est à l'ouest des pays. En France, par exemple, le 23 juin, le soleil s'est levé à 5h26 à Strasbourg et 6h16 à Brest. Poussons le bouchon. À s'en tenir strictement aux indications solaires, il n'y aurait qu'un seul jour de 6 mois au pôle Nord et une seule nuit pour les 6 autres mois. À l'inverse, les conditions de vie de l'allumeur de réverbères que l'on rencontre chez le Petit Prince. Le système de datation mondiale et nationale en serait donc un peu compliqué, personne sur la Terre n'ayant la même aune, la même définition d'une heure et du compte des jours. Or, le compte des jours, le décompte du temps, est un précieux élément pour le pouvoir politique. Et ce n'est pas un hasard si César, empereur, est à l'origine du premier véritable comptage de l'année. Chez nous, Charles V commanda en 1370 la première horloge publique. Et il devint ainsi le maître de l'exactitude qui, comme on sait, est la politesse des rois. Mais il ne s'arrêta pas là. Il exigea que toutes les horloges de France fussent reliées à cette horloge-là. Et il mit ainsi tout le monde au pas, comme une preuve de son pouvoir temporel, bien sûr. Dans la même veine, lors de leur première demi-journée d'occupation à Paris en 1940, les Allemands ont modifié les horaires pour que l'heure du décalage horaire que nous avons avec Berlin soit, par convention, annulée. Ils ont avancé nos montres d'une heure et cela perdure aujourd'hui, ce qui explique notre déconnexion d'1 ou 2 heures au calendrier du Soleil. Charles V serait émerveillé de voir qu'actuellement, les horloges municipales, les télévisions, les téléphones, les ordinateurs et les panneaux des aéroports changent subrepticement selon le bon plaisir des puissants d'un seul petit saut invisible au milieu de la nuit. À cette uniformisation politique de l'heure devait répondre une uniformisation de l'étalon de mesure du temps. En effet, le décompte du temps dans une planète régie par la mondialisation, la bourse jouée au millième de seconde, se doit d'être unifié partout. En 1967, on détermina donc un étalon international de la seconde avec une horloge atomique qui ne retarde que d'1 seconde tous les 200 000 ans. Ça va, quand même. Et elle se trouve à Paris. 1 seconde égale donc le temps que met l'atome de césium-133 a vibré 9 192 631 770 fois. En d'autres termes, il existe un atome qui vibre à peu près 10 milliards de fois par seconde. Ça m'a donné le vertige pendant plus d'1 milliardième de seconde. Et au plan des sciences, les avancées quantiques nécessitent un comptage de plus en plus précis de temps, pour des durées de plus en plus courtes. En voici un joli exemple. Celui de la vérification de la théorie de la relativité. Selon Einstein, en effet, l'idée d'un temps fixe et souverain, le temps de Newton dont nous avons l'habitude, n'est que théorisation d'une perception subjective. Au contraire, le temps est relatif à la vitesse d'un corps et à sa distance d'un centre de gravité. Ainsi, plus la vitesse augmente, plus le temps diminue. Ou, si vous préférez, plus on parcourt d'espace, moins on parcourt de temps.
Einstein avait conçu une expérience de pensée improuvable en envoyant un jumeau se promener dans l'univers à la vitesse de la lumière tandis que l'autre restait sur la Terre. Au retour, le terrien, disait-il, serait beaucoup plus vieux que le spationaute. Et un jour, avec un avion à réaction et 2 montres atomiques, la preuve en fut donnée. Le scientifique qui avait embarqué sa montre en vol se trouvait à l'atterrissage dans l'avenir de celui qui était resté au sol. Sa montre retardait, il avait moins vieilli que l'autre. Bien sûr, dans la perception habituelle du temps, celui-ci ne va que dans un sens. Les secondes ont toujours le même battement, quoi qu'il arrive, et elles tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est même devenu un symbole universel du passage du temps. L'horloge indique donc un temps objectif, indépendant de l'être humain. C'est un outil de mesure externe qui enregistre les durées en les fractionnant. En permettant d'établir des calendriers fiables, elle est bien pratique pour fixer les dates des vacances, l'âge de la retraite et les horaires des trains. Elle est indispensable pour dater les événements les uns par rapport aux autres et pour nous indiquer leur proximité ou leur éloignement et entre eux et par rapport à nous dans le temps. C'est l'outil de la chronologie. Grâce à elle, l'homme se repère dans toutes sortes de temps dont on aurait pu penser qu'ils étaient différents ou inaccessibles. Certaines durées sont colossales. Elles portent le nom d'âge. Elles se comptent en milliers, voire en centaines de milliers d'années. L'âge des dinosaures s'est terminé depuis plus de 65 millions d'années, après un règne de 200 millions d'années. D'autres sont des périodes très réduites, comme l'âge de l'Homo sapiens, 20 000 ans, une virgule, une broutille. Quelle que soit l'échelle, de l'âge à la nanoseconde, l'horloge est invariable, professait Newton avant d'être contredit par Einstein. Et le temps est le même pour tous. Universel et intangible, il s'inscrit sur une ligne qui va du passé à l'avenir. En vérité, un siècle après Einstein, nous sommes toujours d'accord avec Newton car notre expérience quotidienne ne nous permet pas de penser autrement. Mais gardons à l'esprit que tout pourrait être différent, absolument tout. Cette conception linéaire du temps est propre à l'Occident depuis des millénaires. Les Hébreux attendaient le Messie et les chrétiens depuis Jésus sont dans la même posture en attendant son retour. La ligne droite de Newton vient de la nuit des temps, comme on dit, et elle n'aura pas de fin. Aujourd'hui, nous connaissons la date de notre nuit des temps. C'est le Big Bang. 13,8 milliards d'années. Je dis notre nuit des temps car il est possible que ce Big Bang ne soit qu'une bulle. Comme dans la purée, quand elle bout, on voit éclater une bulle ici, une bulle là. Il y aurait même des rebonds du même Big Bang. Et nous pourrions être dans une sorte de deuxième Big Bang temporel. Notre univers pourrait donc être multiple. Un multivers. Bref, le mot est mal choisi. Cette ligne, revenons-y, est ornée d'une flèche, toujours disposée dans le même sens, vers la droite. On s'en sert dans les frises chronologiques, comme en grammaire, pour les conjugaisons. À gauche de la flèche, c'est le passé, le point de la flèche, c'est le présent, et à droite, le futur. La ligne, c'est donc le temps, et la flèche, elle-même, c'est nous. Et tout ce qui se passe en même temps, où que ce soit. Si nous placions la ligne non pas parallèle à nous, mais devant nous, ce qui s'est passé avant serait derrière, et l'avenir devant. La langue le dit bien, tant qu'on a du temps devant soi, on a de l'avenir, et le jour où notre vie sera derrière nous, nous tirerons notre référence. Verticale ou parallèle à nous, une chose est sûre. Nous ne sommes absolument pas libres de nous arrêter, de faire avancer la flèche plus vite pour écourter un moment désagréable, par exemple, ni de faire un pas de côté pour l'ignorer complètement, ni de sauter par-dessus pour enjamber un épisode fâcheux. Quant à tourner la flèche dans l'autre sens, n'en parlons pas. Autrement dit, lorsqu'un événement est sur notre ligne, il est impossible de l'annuler. Quand Coluche a vu sortir un camion sur sa route, il n'a pas pu l'éviter. Il est mort. Cette implacabilité du temps qui passe quoi qu'il arrive et qui nous maintient dedans, jusqu'à ce qu'il nous en expulse, a fait dire à Étienne Klein que le temps était une prison à roulettes,
On pourrait dire aussi une charrette à ridelles de celle qui menait à l'échafaud. On voit que ce qui structure le temps, c'est l'enchaînement de la causalité, repéré par notre cerveau à l'aide de la mémoire. La cause est toujours avant et l'effet est toujours après, inévitable. Si nous cherchons nos lunettes, il nous faut retrouver le souvenir d'où nous les avions posées avant. Ces faits ne peuvent plus être changés une fois qu'ils sont arrivés puisque la flèche va toujours dans le même sens. C'est d'ailleurs au théâtre le ressort de toutes les tragédies depuis l'Antiquité. Le spectateur, en général, sait de quoi il retourne dès le début et parfois dès avant le spectacle, et comment ça va finir. Il ne reste qu'à regarder comment la causalité détend le ressort. Aujourd'hui, le roman policier fonctionne exactement de la même manière, en nous donnant la fin avant le début. Tout le jeu étant de remonter la piste des causes et des effets pour trouver le comment, le pourquoi et le qui. Cette prise de conscience devrait nous inciter à faire particulièrement attention à tous les commencements, toutes les causes initiales. Commencement de l'année, commencement de la journée, commencement de chaque souffle. Et même, il faudrait être attentif à l'instant d'avant les commencements, puisque une fois que la balle est lancée, c'est trop tard. Vaste programme, belle rééducation. Et qu'en serait-il si nous nous référions à l'analogie commune du temps avec un fleuve? Est-ce que la loi de causalité en serait allégée? Le cours du temps s'éloigne depuis sa source jusqu'à la mer. Et nous, embarqués dans cette sorte d'ornière, sachant l'océan proche, quelle liberté nous reste-t-il? La réponse est déprimante et je ne vous la dirai pas. C'est donc certainement une façon d'écarter le mauvais sort, une espèce de formule magique qui fait que nous disons que le temps passe comme si nous en étions le spectateur immobile, alors que nous en sommes tout autant prisonniers que sur la flèche de Newton. La ruse de cette métonymie par laquelle on attribue au contenant, le temps, les caractéristiques du contenu, nous, n'avait pas échappé à Ronsard. Le temps s'en va, madame. Las, le temps non, mais nous nous en allons. Serions-nous plus libres dans un temps considéré comme cyclique, à l'instar de la rotation des astres? Étienne Klein récuse cette définition, cette vision, à deux titres. D'abord, la causalité. Si nous tournions exactement dans un cercle comme dans un manège, nous repasserions exactement au même point. Nous savons qu'une cause entraîne une conséquence qui devient la cause d'une autre chose. Ainsi, cheminant le long de la circonférence, nous tomberions, une fois revenus au point de départ, sur une cause déjà passée, qui serait l'effet d'une conséquence qui n'avait pas encore eu lieu lorsqu'elle s'est produite. Impossible. En Asie, la vision d'un temps cyclique est illustrée par la route du samsara qui présente les choses un peu différemment. Il y a un monstre autour de la roue qui la tient entre ses griffes et ses dents. Ce monstre, Yama, c'est justement le temps. La roue est divisée en rayons qui divisent 6 mondes, de l'enfer au monde des dieux. Bien sûr, à force d'efforts et de l'usage vertueux du mécanisme de la causalité, le karma, on peut se frayer temporairement une place d'un monde d'en bas dans un monde meilleur entre deux autres rayons. Mais, comme la roue tourne, aucune position n'est jamais acquise et nous risquons de nous retrouver dans notre état précédent. Cette image s'applique bien sûr aux changements majeurs qui peuvent survenir dans une existence. Du SDF qui gagne au loto au chef d'entreprise qui devient SDF, peut-être avant un nouveau changement. Mais on peut aussi voir régulièrement tourner la roue au cours d'une seule de nos journées. Une minute nous apporte la bonne humeur, la suivante nous broyons du noir, et puis nous sourions de nouveau. Gens qui rient, gens qui pleurent. Un jour, nous sommes heureux comme des rois et l'autre rapaces comme des misérables. Le sens est clair. Tant que nous sommes dans le temps, nous sommes dans les griffes de Yama, en prison dedans jusqu'à ce que mort s'en suive et assujettis à la loi impitoyable de la causalité. Cette conception nous ramène à la deuxième objection de Klein. Il dit que si nous devions tourner dans le temps et retrouver ce que nous avons vécu, alors nous devrions nous en souvenir et le reconnaître.
Dans ce cas, il nous serait impossible de réagir exactement de la même façon que la première fois, puisque un homme averti en vaut deux. Certes, mais sans tirer de conclusion sur le fond, l'argument tient en soi sa réfutation. Car puisqu'il s'agit de mémoire, il suffit d'un peu d'oubli. Il suffit d'avoir oublié le premier tour au moment d'entamer le deuxième. Aurions-nous un passé, c'est-à-dire la conscience d'un temps vécu, si nous ne nous en souvenions pas? Dans la série Black Mirror, un épisode met en scène une femme qui revit chaque jour exactement le même cauchemar et se trouve amnésiée chaque soir en guise de châtiment pour un crime qu'elle a commis. Et chez les Grecs, partisans de la réincarnation, les âmes devaient boire au Léthé, fleuve de l'oubli, avant de retourner sur la terre. L'amnésie oblige à repartir à zéro. Elle gomme tous les passés. Et notre voyage dans le temps nous offre plusieurs sortes de passés, récents, anciens, très lointains, en sachant que ces définitions changent au fil du temps à mesure que le récent devient ancien. De même, nous avons plusieurs sortes de mémoire. Nous avons la mémoire immédiate, courte, ancienne, et aussi la mémoire intellectuelle, mémoire affective, mémoire auditive, visuelle. Les malades d'Alzheimer ne perdent pas toutes ces mémoires en même temps, et c'est logique. En effet, on n'a pas trouvé de zone unique dans notre cerveau qui soit entièrement et uniquement dévolue au temps. On sait où sont les récepteurs de chacun de nos 5 sens. On sait quelles parties du cerveau sont responsables de l'attention visuelle et de notre compréhension de l'espace, mais pour le temps, les neurosciences ont isolé de nombreuses zones selon la date de la chose à se rappeler et les activités, leur durée, les interactions émotionnelles et relationnelles mises en œuvre. Un peu comme si notre cerveau considérait que la vie était prioritairement une expérience du temps. C'est la révélation de Proust, à la fin de sa recherche du temps perdu. Se rappelant comment il avait eu la réminiscence d'un tintement de sonnette dans son enfance, il comprend soudain que s'il a pu l'entendre, c'est que le son avait toujours été là dans sa vie, sans discontinuité depuis son apparition jusqu'à ce jour. Ainsi, l'espace de Proust se limite au volume étroit de son corps, mais le temps qu'il occupe est un amoncellement vertical jamais disparu. Il se voit ainsi juché sur un sommet vertigineux et explique « J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, en moi pourtant, comme si j'avais des lieues de hauteur, tant d'années. » Cette perception du temps rejoint la découverte d'Einstein que l'espace et le temps ne sont pas séparés, mais au contraire, inséparables, formant 4 dimensions dans lesquelles nous nous déployons. Il n'y a plus l'espace d'un côté et le temps de l'autre, mais l'espace-temps, le temps étant la dimension verticale dont parlait Proust. On comprend assez facilement, par exemple, que pour définir l'emplacement de quelqu'un qui bouge dans une foule, il ne suffirait pas de donner ses coordonnées spatiales. Il faudrait celles du temps, ou alors celui que nous cherchons serait déjà parti. Puisque le temps est une dimension, il n'y a pas de raison que ce qui s'y trouve s'efface. Pas plus qu'il n'y aurait de raison que s'efface ce qui se trouve dans l'espace. Dans la dimension spatiale, je sais que dans quelques kilomètres se trouve un bon resto. Et que quand je l'aurais perdu de vue, si l'envie m'en prenait, comme il resterait à sa place, je pourrais même rebrousser chemin. Ce n'est pas parce que j'en serai loin que cet espace aura disparu. C'est la même chose pour le temps. Ce n'est pas parce que nous sommes loin d'un moment qu'il disparaît. Il reste inscrit, mais dans la dimension du temps précisément, que nos yeux ne voient pas. Imaginons encore une danseuse qui évolue dans l'espace, et arrêtons là. Si nous avions la perception de son passé, nous verrions, empilées sous la dernière image, toutes les images de son mouvement, alors qu'elle serait immobile dans la dimension spatiale. Quand j'étais enfant, on m'avait donné un petit carnet orné d'un même personnage qui changeait de place de page en page. Et si on faisait tourner les pages assez vite sous les doigts, on voyait le bonhomme sortir de la page. Je ne savais pas que le livre fermé représentait la colonne du temps et tous ses instantanés. La question suivante, du temps comme une dimension, vient du fait que le restaurant se trouvait déjà là avant que j'y arrive. Est-ce à dire
que de la même façon, puisque l'espace et le temps sont inséparables, le temps de mon avenir est déjà inscrit. Que telle action, même si je n'ai pas envie de la faire rétrospectivement, m'attend au tournant. Et la logique dit que c'est vrai. On peut donc dire que le futur est déjà passé et que je n'ai qu'à interpréter le rôle d'un film déjà écrit dans les moindres détails. Paradoxalement, cette vision des choses donne au moment présent, celui de l'interprétation, comme l'interprétation d'un rôle, une valeur unique. Une autre question? Allez, puisqu'on peut faire demi-tour dans l'espace, pourquoi serait-il impossible d'en faire autant dans le temps? Dans son livre La machine à explorer le temps, H.G. Wells l'a rêvé. Les équations l'ont fait. Il est tout à fait possible de remplacer des plus par des moins, l'équation est toujours valide. On pourrait monter le film à l'envers, et ce qui m'aurait empêché de tourner mon petit carnet à partir de la dernière page, c'est quoi? Rien. Alors on pourrait faire mentir Apollinaire. Passent les jours, passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Quelles que soient les approches et les découvertes, que le temps soit linéaire, cyclique, mesurable ou non, que l'avenir soit écrit ou pas, le temps au niveau de notre perception ne nous intéresse que parce que nous le vivons. Du coup, on ne peut plus le réduire à une dimension extérieure à nous. Il nous est intérieur, en chacun de nous, dans notre singularité. De ce fait, pour reprendre la terminologie de Bergson, il existe un temps quantitatif, celui des horloges, mécanique, régulière, accumulation de secondes, et un temps qualitatif, celui qui appartient à l'expérience de chacun. Personne n'aurait la même perception du temps. Pardon. Personne n'aurait la même perception du temps, du temps qui passe, dans une pièce où nous serions vous, moi, le chat, la mouche et la plante. Et deuxièmement, à l'intérieur d'un même genre, le genre humain par exemple, nous avons, selon les événements et les émotions, un ressenti variable du temps. Nous le ressentons tantôt plus long qu'un temps moyen d'horloge et tantôt plus court. Quand j'étais prof, je voyais parfois des élèves consulter leur montre à répétition. Ils trouvaient le temps long. Mais s'il leur arrivait de s'exclamer « Déjà ?» j'étais heureuse qu'ils n'aient pas vu le temps passer, signe qu'ils ne s'étaient pas ennuyés. Parfois, on s'ennuie au point d'avoir envie de tuer le temps. Ce qui est de bonne guerre, selon une expression qui a fait son temps, puisqu'à la fin, c'est lui qui nous tue. Et parfois, on voudrait le retenir, tellement on est bien. Autant, suspend ton vol, suppliait Lamartine et vous, heure propice, suspendez votre cours. Tout en constatant, comme tout le monde à peu près, mais je demande en vain quelques instants encore, le temps m'échappe et fuit. Temps du ressenti, de l'intérêt, de la peur ou de l'ennui, de l'affectivité, du sentiment, de l'émotion. Ce temps personnel est difficilement mesurable tout en étant clairement perçu par chacun d'entre nous. À la différence du temps objectif de l'horloge, le temps qualitatif se caractérise par l'expérience que nous en avons, toujours intime, changeante et personnelle, échappant à la généralisation. Il y a un autre domaine où le temps est difficilement mesurable et unique pour chacun, c'est le temps de l'adaptation. S'adapter, c'est s'ajuster à une situation pour coïncider de façon optimale avec le moment présent. En nous menant à la rencontre d'une infinité d'expériences à vivre, le temps nous demande de nous adapter sans arrêt sur tous les plans. Cela sert à survivre d'abord, à bien vivre ensuite, et ça ne se fait pas toujours en un jour. Les dinosaures n'ont pas su s'adapter, et à force de millénaires d'inadéquation, ils en sont tous morts. Nous aussi, nous devons nous adapter aux changements heureux et malheureux. À la fin d'une situation chérie, à la mort d'un être aimé, à la survenue d'une maladie, ou bien à la célébrité soudaine, au billet de loto gagnant, à la grossesse inespérée. En sommes-nous toujours capables? Il arrive que notre expérience dépasse nos capacités d'adaptation. Dans ce cas, nous en serons perturbés pour la suite de notre durée. Certains psychologues parlent de stress désintégrateur de notre capacité
à prendre du bon temps. Par exemple, imaginons un enfant de maternelle assis sur le banc avec ses copains pour attendre qu'on vienne le chercher après l'école. Si tout le monde s'en va devant lui, avant lui, s'il reste seul avec son maître et sans nouvelles, ce peut être pour lui, même s'il ne se passe que quelques minutes au temps de l'horloge, le temps de la panique, le temps de l'abandon, qui demeurera une fois le danger passé. Si quelque chose s'est brisé là, anodin pour les adultes et peut-être même inaperçu, cela se répercutera dans son temps à venir, et même, selon les approches transgénérationnelles actuelles, dans le temps des descendants, sur plusieurs générations. Donc, 60 ans plus tard, une partie de lui restera coincée dans ce moment d'insécurité. On est d'ailleurs devenu très bien conscient de ce phénomène pour les grands stress, comme les attentats, les séismes, les agressions, les cataclysmes, puisqu'on a inventé les cellules de crise et des écoutes particulières pour traverser ces traumatismes. Dans le vécu psychologique, le temps perturbateur bloque le temps qui court. La disharmonie s'installe entre ce qui est figé et ce qui avance. Et s'il y a eu beaucoup de traumas, le vieillard n'est qu'un enfant craintif, au cœur blessé. Qu'on ait eu dans notre enfance de nombreuses raisons d'avoir peur ou non, l'issue fatale de notre parcours et l'incertitude du moment où nous la trouverons fait d'elle notre compagne plus ou moins consciente. Avec le temps va, chantait Léo Ferré, tout le temps s'en va. Avec le temps va, tout s'en va. On peut vouloir lutter contre le temps, c'est-à-dire contre la mort, par ces ruses technologiques qu'on appelle transhumanistes. Elles sont de plus en plus perfectionnées. Il y a de plus en plus de prothèses, de greffes, d'utilisation d'ordinateurs pour prolonger la vie, mais, pour l'instant, l'immortalité est loin d'être encore possible. La faucheuse aura le dernier mot et nous ignorons quand. L'autre moyen d'échapper à cette insécurité fondamentale, c'est, selon le mot de Pascal, la distraction. À défaut de vivre plus longtemps, donc, remplissons le temps de notre vie. Dès que nous cédons à cette pulsion, nous prêtons le flanc à la tyrannie du gain de temps. En effet, ce besoin viscéral de distraction est une manne pour nos sociétés marchandes qui savent que le temps, c'est de l'argent, pour qui sait le manipuler. Que ne dépenserions-nous pas en effet pour gagner du temps et pouvoir le remplir davantage, pour nous fatiguer moins, pour en profiter mieux, pour en profiter plus? Le temps est un argument de vente. Dans l'avenir des simples petits traités de résistance, Jean Rouault pousse un cri d'alarme. Le temps que nous pensons gagner, en vérité, il nous est vendu, avec de graves conséquences. Puisque tout ce que nous faisions avec du temps, on peut nous le vendre, tout ce que nous savions, nous n'avons plus à l'utiliser. Ne fais plus tes yaourts, ne râpe plus tes carottes, ne cuis plus ton cassoulet, et surtout, ne prépare rien pour le goûter des enfants, je t'en vends. Ces exemples qu'on peut multiplier dans tous les domaines de la vie. Ne perds plus ton temps à ânonner sur ton piano, écoute mes décibels. Ne va plus au théâtre, tu as la télé. Nous rendent de plus en plus dépendants et ignorants de nos propres savoirs. Sans attendre le fleuve du l'été ou Alzheimer, nous voilà frappés d'une amnésie qui, en quelques petites années, biffe des millénaires de notre mémoire. Pour gagner quelques minutes, nous perdons des siècles de savoir-faire et de pensée adéquates. Nous les perdons pour le futur et les générations à venir. Ce qui nous est offert ne nous convient pas exactement. Les contraintes s'accumulent. Il nous faut du temps de transport. Nous perdons d'un côté le temps que nous gagnons de l'autre. Nous nous adaptons tout le temps. Et nous ne savons plus faire autrement. Rouault pousse donc un cri d'alarme. Le temps est transféré de celui qui l'avait à celui qui le vend. Et qui le vend même à crédit. Privés de nos savoir-faire anciens, grevés dans notre avenir par ses crédits et l'incertitude du lendemain, notre présent est dépendant. Nous voilà donc doublement emprisonnés, une fois dans la prison du temps et une fois dans celle de la marchandisation. D'ailleurs, farcir une durée du plus grand nombre possible de choses, est-ce vraiment du temps en plus? Si nous passons une musique ou un film en accéléré, aurons-nous vécu plus longtemps?
Imaginez-vous un danseur qui voudrait danser plus vite que la musique pour placer plus de pas dans le temps du morceau. Tous les enseignants savent bien que l'apprentissage demande un temps incompressible de maturation, qui dépend de chaque individu et très peu du pédagogue. Il est donc inutile de charger par décret la besace du temps avec des programmes scolaires énormes et de vouloir aller plus vite que le temps. Agissant ainsi, nous aurons seulement raté l'instant de la beauté, piétiné les rythmes naturels. Car le temps abrite le rythme, et le rythme est juste ou non. Le rythme ne demande qu'une seule chose, qu'on le suive. Telle est la leçon de la nature que les citadins oublient à force de vivre sans relation avec elle. On ne fera pas pousser plus vite une salade en tirant sur ses feuilles, et si on attend trop pour l'accueillir, elle ne sera plus bonne. Il y a un temps pour tout, disait l'Ecclésiaste, un temps pour rire et un temps pour pleurer, un temps pour planter et un temps pour arracher. Ce n'est plus une question de temps, mais de tempo. La lumière s'éteint avec la dernière note et c'est beau. Mais comment entre-t-on dans le rythme de la beauté, dans le temps juste? Le tempo n'est pas donné par la pensée. Celle-ci est nécessaire au balbutiement, à l'apprentissage, mais elle est lente. Un joueur de tennis laisse son corps répondre au rythme du match et à l'arrivée de la balle. S'il devait toujours penser « Attention, maintenant je dois lever le bras pour renvoyer la balle », il est clair qu'il serait systématiquement en retard. D'ailleurs, un danseur qui indéfiniment passe son temps à compter les temps dans sa tête rate le rythme. À côté du mouvement juste, du mouvement de la joie. Alors quoi? Ce qui fait le bon danseur, c'est l'amour de la musique. C'est l'écoute du son, l'adéquation du corps. Ce qui fait le bon photographe, c'est l'amour des formes et des couleurs, c'est la vision de l'instant et l'action juste de l'instantané. À ce moment, dans le jaillissement de l'intuition, il y a, me semble-t-il, un don de tout l'être à la beauté de l'instant, à la danse, à l'image. Chaque instant devient la célébration de l'instant, et cela ouvre la porte d'une autre dimension, où il n'y a qu'un sentiment de présent, de présence, d'être. Ces moments que l'on peut contacter par le cœur en donnant toute notre attention au présent sont exceptionnels et parfois jamais rencontrés. Il se laisse mieux s'approcher dans la méditation du fait que nous accordons alors un temps à nous-mêmes où rien d'autre ne nous intéresse que la découverte du présent. Comment fait-on? Il faut déshabiller le présent de ses oripeaux, des oripeaux de notre passé, parce qu'ils voilent la perception de notre temps présent. Par un processus d'épuration successive de ce qui le cache, nous nous rapprochons du présent. Mais que faut-il donc dégager? Nos pensées n'appartiennent pas au présent, ne serait-ce parce que nous pensons avec des mots appris d'un autre temps, et que nous ramenons au moment présent par un processus mécanique de notre cerveau. Si notre attention se détourne de la pensée, qui sommes-nous à ce moment-là? Si nous fermons les yeux, simplement décider à nous intéresser au cadeau du temps qu'on appelle un présent, justement, que se passe-t-il? Comment nous appelons-nous? Quelle est notre personnalité? Et pour y répondre, il faudrait des mots, et donc du passé. Nous le rappellerions à squatter le présent, nous vagabonderions de pensée en pensée et nous sortirions du moment présent. Alors, si nous persévérons, si nous nous contentons de percevoir et de prendre conscience de ce qui nous est juste donné là, à l'instant présent, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que nous ne savons pas non plus vraiment quel âge nous avons, sans rappeler à nous notre mémoire, c'est-à-dire encore le passé. Ce dépouillement de tout ce qui nous constitue dans le temps jusqu'à ce qui nous paraît le plus intime aurait de quoi nous faire peur, si malgré tous les épurements, nous n'avions pas toujours cette impression d'être. Lorsque la peur nous quitte, nous sommes prêts pour guérir de la blessure du temps et n'en garder que les présents. Nous comprenons que tout ce que nous croyons nous, tout ce que le temps nous a donné, notre temps, notre nom, notre apparence, nos pensées, notre âge,
notre sexe, notre histoire, ne sont pas l'unique composante de nous. C'est une réalité relative, mais nous sommes aussi ce qui reste quand tout ça a disparu. Nous existons dans le temps et nous en disparaîtrons. C'est une évidence. Mais en même temps, nous sommes vivants dans une dimension hors du temps. La pensée qui appartient au temps en a peur, comme on a peur de l'inconnu. On ne l'approche que par le cœur. Cette dimension hors du temps ne pourra pas mourir, puisqu'elle n'est pas née non plus, parce qu'elle est seulement. Comme disait Apollinaire, les jours s'en vont, je demeure. Nous comprenons alors le nom étrange que Moïse reçoit de Dieu. Je suis. Ainsi que la dénomination de Maharshi, le soi, c'est-à-dire ce qui est. Et nous réalisons soudain que le fleuve du temps coule entre deux rives et que la flèche prend place dans un espace vierge. Dans ce qui est tout ce qui passe. Le temps surgit du non-temps et nous découvrons que nous sommes ce non-temps d'où surgit le temps. Nous ne sommes donc plus ces jouets. Et tandis que notre corps se détend dans cette perception, nous vivons une différence de notre perception de l'espace. N'étant plus limités par des formes, la ville, les murs et nos frontières corporelles même, nous nous déployons. Notre conscience s'épanouit. Lorsque sur la feuille blanche, la ligne du temps passé et futur s'estompe, il reste la feuille blanche, l'espace. Alors peut-être que notre présent, notre futur et celui de toute l'humanité, peut-être que toutes nos vies, si nous croyons en la réincarnation, et tous les temps depuis le Big Bang, sont en même temps dans la présence de ce non-temps. Peut-être que le déploiement du temps n'est qu'une perception, une illusion fournie par notre cerveau, de sorte que nous sommes aptes à lire un livre qui aurait été illisible si les pages étaient restées empilées derrière la couverture. Qu'importe au fond, puisque l'expérience de l'instant présent nous montre que nous sommes aussi cela. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit Jésus. Nous sommes dans le temps et sans le temps. Alors, en nous synchronisant avec le soi dont l'intelligence et l'amour dépassent les nôtres, nous devenons un avec lui. Et plus la peine de nous inquiéter de contrôler notre existence, pour nous préserver des aléas du temps, pour chercher à planifier, pour tenir tête au passé et à l'avenir avec notre petite pensée et nos informations insuffisantes. Il ne s'agit pas de nous relâcher dans une indolence définitive, mais de nous laisser pénétrer par cette énergie d'amour et sagesse infinie pour recueillir les bonnes informations pour notre vie et celle des autres. Alors, nous verrons surgir du temps, comme par miracle, de joyeuses synchronicités. Les bouddhistes disent que l'on troque le destin de fatalité pour un destin de providence. Et justement aujourd'hui, la physique quantique nous a appris que les ondes sont libres et que toutes sortes de futurs coexistent en attendant le regard de l'observateur. Combien de futurs sont-ils dans la main d'Allah? Lequel actualiserons-nous par notre regard connecté à la source sans temps? Le soleil se lève et il se couche. Il marque les jours, il amène les changements, les naissances, les morts, et c'est bien. Mais aucun changement ne peut effrayer celui qui sait qu'il est aussi ce qui est. Le temps a perdu ses griffes. Merci.